Bonjour à toutes et tous et bienvenue au webinaire Mieux comprendre la réponse à l'eau des potagères porte-graines, qui est le 14e d'une collection de webinaires organisée dans le cadre du projet Climat Beige. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Si vous pouvez, pour le confort du webinaire, couper vos micros et éventuellement caméra, je vous remercie. Je suis Henri Frelon, je travaille à VG Soleil, nous sommes chefs de file de ce projet. Je tiens avant tout à remercier la pilote de ces travaux, Coraline Ravenel, de l'AFNAMS, ainsi que les partenaires de cette action dont vous avez vu sur la diapo précédente les différents logos. À ce webinaire se joindra également Anne-Monique Baudilis de Arvalis pour présenter une réflexion prospective conduite avec les acteurs de la filière semences dans le cadre d'une autre action du projet Climat Beige. Enfin, Alexandre Brémaud, de chez Villemorin Mikado, apportera son regard d'acteur de la filière d'établissements semenciers sur ces travaux. Merci à tous les trois. Petite modalité pratique du webinaire, ce que j'ai souligné auparavant. Pensez à couper votre micro, n'hésitez pas à zoomer si besoin. L'onglet Conversation peut vous permettre de poser des questions tout au long des présentations et ces questions seront relayées aux intervenants après chaque partie de présentation. Et je vous souligne que ce webinaire sera enregistré et disponible pour les partenaires et pour toute personne en replay. Pour revenir au projet Climat Beige, Climat Beige est l'association de deux mots, climat et végétal. Il porte sur la transition et la durabilité des systèmes de production végétale face au changement climatique. C'est un projet qui a démarré en février 2021 pour une durée de 4 années. Il comprend 24 actions de recherche et d'expérimentation et implique 80 partenaires. Climat Beige est un projet cofinancé par les partenaires et par les deux régions, le Conseil régional des Pays de la Loire d'une part et le Conseil régional de Bretagne accompagné de l'ADEME d'autre part. Toutes les actions du projet Climat Beige sont articulées autour du triptyque eau, sol, plante et sont de différentes natures. On y trouve à la fois des travaux de recherche, de l'expérimentation, des ateliers participatifs de co-construction de stratégies d'adaptation, dont on aura un exemple via la présentation d'Anne-Monique. Et vous l'aurez compris, les travaux se terminent. C'est la raison pour laquelle cette collection de webinaires est organisée, permettant aux pilotes d'action, accompagnés de leurs partenaires, de vous présenter les résultats acquis pendant ces 4 années. Je vais maintenant laisser la parole à Coraline pour l'animation du webinaire. N'hésitez pas à poser vos questions via le chat. Nous les relayerons ensuite aux intervenants. Je vois qu'il y a des messages. Oh, d'accord. Coraline, je te laisse la parole si c'est OK pour toi. Oui, merci Henri. Bonjour à tous. Donc, à l'ordre du jour du webinaire de ce matin, ça va se passer en deux parties. La première partie portera sur les travaux qui ont été menés, pilotés par Arvalis avec Anne-Monique, qui était sur la réflexion stratégique et prospective avec les acteurs de la filière semences pour s'adapter au changement climatique. Intervention de Anne-Monique Baudilis et suivie par le témoignage d'un établissement partenaire, représenté par Alexandre Brémaud pour Villemorin Mikado. Et donc cette partie sera suivie d'un temps de questions-réponses. Et ensuite, on enchaînera sur la deuxième partie où donc là, ça sera la présentation des travaux qui portaient sur une meilleure connaissance de la réponse à l'eau des potagères porte-graines. Donc, je vous présenterai les résultats des expérimentations menées sur haricots et fenouil porte-graines. Et je vous présenterai également un comparatif des outils de pilotage de l'irrigation qui ont été testés sur ces expérimentations. Et donc à nouveau, Alexandre Brémaud nous fera un retour d'expérience sur ces travaux et on finira par un temps d'échange sur cette deuxième partie. Donc sans plus attendre, je laisse la main à Anne-Monique
pour vous présenter ces travaux. Bien, bonjour à tous. Et effectivement, je vais vous faire une focale sur le groupe culture spécialisée de la vallée de l'Authion qui a travaillé dans le cadre d'une autre action du projet, la tâche 1.3. Et avec ce groupe, nous avons réfléchi et mis en commun notre expertise pour nous projeter dans le futur, pour nous projeter en 2040-2060. Donc moi-même, je travaille à Arvalis. Et autour de la table, dans le groupe, nous étions des agriculteurs producteurs de semences et leurs partenaires techniques et économiques. Les logos apparaissent sur le diaporama. Donc comment ça s'est passé, cette histoire d'analyse prospective? Nous nous sommes réunis à 3 reprises depuis fin 2021 jusqu'à début 2023. Et au cours de ces 3 rendez-vous, nous avons travaillé. La première fois, c'était pour définir la ferme type du territoire de la vallée et les scénarios d'adaptation possibles dans le futur compte tenu des évolutions du climat. La deuxième étape a consisté à discuter autour des résultats issus de la modélisation, dont je vais parler juste après. Et la dernière étape a consisté à consolider nos conclusions et en mettant en commun notre expertise en complément des apports de la modélisation. Donc justement, la modélisation, on a la chance de disposer de modèles qui nous permettent de simuler la production des cultures sous contrainte hydrique grâce à un modèle qui est implémenté dans un outil Azalée, donc qui permet de simuler un double aléa, l'aléa climatique et l'aléa économique. L'intérêt, c'est que on a incarné la modélisation dans le territoire de la vallée en prenant pour notre ferme type les sols tels qu'ils sont dans la vallée, la météo de la vallée, en utilisant les jeux de Météo France, les jeux de données du passé, la modélisation du passé sur la période 1980-2000, qui est notre période de référence, et la modélisation dans le futur sur la période 2040-2060, en prenant une maille géographique correspondant au territoire de la vallée. Et puis bien sûr, toute la ferme a été paramétrée, son parc matériel, ses charges, les interventions, ce qui a permis de générer un certain nombre d'indicateurs qui ont alimenté la discussion du groupe. Donc d'une part, les rendements sous la contrainte de la disponibilité en eau pour 20 années climatiques du passé et 20 années du futur, et puis en déduction des rendements, des résultats économiques avec la marge nette, c'est-à-dire ce qui reste à vivre pour l'agriculteur, le temps de travail, la part des cultures spécialisées dans l'assolement, puisque vous verrez qu'ensuite on va adapter l'assolement dans le futur, et un indicateur important aussi pour le territoire, la consommation en eau d'irrigation. Donc c'est vraiment tous ces indicateurs qui ont alimenté la réflexion du groupe. Alors allons voir sans plus attendre ce qu'est notre ferme de la vallée et les résultats. Donc une ferme représentative des fermes telles qu'elles sont aujourd'hui sur ce territoire, 80 hectares de SAU qui emploie 4 unités de main-d'œuvre à plein temps, plus de la main-d'œuvre temporaire sur des chantiers délicats et lourds autour des cultures spécialisées. Les sols sont des sols de sable et d'argile avec un réservoir utile de 120 à 180 mm. Toute la sole est irrigable, mais on a la moitié de la sole irriguée en été, avec un ordre de priorité d'accès à l'eau pour les cultures. C'est celles qui sont encadrées là sur le visuel. Donc la pépinière et les cultures légumières étant prioritaires pour l'accès à l'eau. Ensuite le maïs semence et enfin les potagères, haricots, chanvre et betteraves semences. Les céréales ne sont pas irriguées. Qu'est-ce qui se passe? Quels sont les tableaux de bord d'indicateurs que l'on a produits à partir de cette ferme? Dans un premier temps, si on projette la ferme dans le futur avec le climat tel qu'il est prévu par le GIEC et les jeux de données Météo France DRIAS, vous avez sur ce visuel 2 graphiques. Le premier en haut correspond à la consommation en eau d'irrigation de l'exploitation, pour l'ensemble de l'exploitation. Sous le pavé bleu, c'est la période actuelle ou de référence, 1980-2000, avec sa variabilité. Et puis sur la droite, la consommation en eau telle qu'elle est envisagée dans le futur, compte tenu des 20 années climatiques 2040-2060 et compte tenu des cultures, si on ne change rien, sur l'assolement de la ferme, qu'on le projette dans le futur. Donc vous voyez une augmentation de la consommation en eau de l'ordre de 26%. Et en corollaire, en dessous, le résultat économique, la marge nette d'exploitation,
quand on a déduit toutes les charges de production, y compris les charges de structure, une marge nette en décroissance de 15%, liée à l'augmentation des charges, notamment celle de l'irrigation, et à une baisse des rendements de certaines productions sous la contrainte hydrique. Alors ça, ce résultat économique, il n'est valable que si on peut en effet augmenter la consommation d'eau. Vous voyez, on passe d'une médiane de 85 000 m3 à 107 000 m3. Le groupe, qui est conscient des enjeux autour des usages de l'eau, a souhaité simuler ce qui se passerait si on avait moins d'eau dans le futur, en faisant l'hypothèse que peut-être il y aurait une plus forte tension sur l'usage de l'eau en 2040-2060. Et si, par exemple, on réduit la ressource disponible de 20%, le résultat économique va se dégrader de 47% et non plus de 15%, tel qu'il est simulé ici. Donc bien sûr, ça a des conséquences fortes, et ce que nous avons fait collectivement, c'est d'essayer de trouver des trajectoires d'adaptation dans le futur. Et ces trajectoires d'adaptation d'assolement, nous les avons travaillées dans 3 grands scénarios. Un premier scénario de sobriété en eau, c'est-à-dire qu'effectivement, comme je l'ai dit précédemment, on considère qu'on aura moins d'eau pour irriguer en agriculture. Donc on a simulé une baisse de 20% de la ressource disponible, mais que l'on a sécurisé par une gestion volumétrique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a un volume alloué à la ferme et on peut l'appliquer, l'utiliser comme on le souhaite au cours de l'année sans restriction calendaire. Deuxième scénario, c'est celui du stockage de l'eau hivernale excédentaire, car en effet, quand on regarde les projections Météo France dans le futur, il n'y aura pas moins d'eau sur le territoire, mais la répartition des pluies est plus saisonnière, avec beaucoup plus d'eau en automne-hiver et des sécheresses plus marquées en été, et aggravées par l'augmentation des températures qui provoquent un déficit hydrique accru. Donc on a ici simulé l'hypothèse d'une réserve qui permet de se déconnecter de la ressource en été et de stocker la moitié de l'eau nécessaire pour l'exploitation, en captant cette eau hivernale excédentaire qui rejoint les cours d'eau et la mer, et en la stockant temporairement pour pouvoir l'utiliser en été. Et dans ce cas-là, vous verrez qu'on peut maintenir l'assolement tel qu'il est actuellement sur le territoire. Et dernier grand scénario, c'est celui des restrictions d'eau. J'ai envie de dire que c'est celui qu'on vit aujourd'hui, mais donc avec des coupures d'eau estivales quand il y a trop de tension sur la ressource. Mais là, on a fait l'hypothèse qu'elle serait plus importante dans le futur, ou du moins plus fréquente, avec 1 année sur 2 de restrictions, et certaines années d'une séquence de 10 ans avec des restrictions très fortes dès début juillet. Alors, qu'est-ce que ça donne? Je vous propose de regarder 2 indicateurs dans un premier temps. L'indicateur économique, la marge nette à l'exploitation, c'est-à-dire ce qui reste à vivre pour l'agriculteur quand il a payé toutes ses charges. Alors le premier pavé entouré en bleu correspond à ce qu'on vient de voir tout de suite, donc la période passée, donc la marge nette en haut, et en dessous la consommation en eau d'irrigation à l'échelle de l'exploitation. Et puis ensuite, toute ma flèche orange va correspondre aux projections dans le futur pour les différents scénarios étudiés par le groupe. Donc on voit, si je ne change rien dans le futur, on revoit les 107 000 m3 présentés précédemment. Et puis le premier scénario qu'on a appelé sobriété en eau, j'ai moins 20% d'eau, mais je peux l'appliquer comme c'est le plus pertinent sur 20 ans du passé, ou non, plutôt 20 ans du futur. Et donc, on a été dans ce cas-là, quand on a 20% d'eau en moins, obligé d'ajuster les assolements, car certaines cultures ne passent plus, parce qu'elles n'ont plus assez d'eau pour irriguer. Et du coup, le résultat économique est à zéro certaines années, car la production va être déclassée, faute d'avoir suffisamment d'eau pour l'irrigation. Donc, 2 assolements ont été testés. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Si vous avez des questions, j'y reviendrai. Donc, un premier assolement avec plus de maïs semences, un deuxième assolement plus panaché avec du maïs, du chanvre semences et des haricots semences. On voit que dans ces 2 cas, le résultat économique reste dégradé de près de 20%, et qu'on consomme à chaque fois pratiquement toute l'eau allouée à l'exploitation, en est limitant en eau, même si on a adapté l'assolement, notamment pour la partie maraîchage. On s'est spécialisé aussi en faisant de l'échalote d'Anjou, moins consommatrice en eau et avec une consommation plus centrée sur le début de la saison d'irrigation. Deuxième type de grand scénario ou de grande trajectoire d'exploitation, dans ce scénario de gestion de ressources en eau limitées à 20%,
c'est un scénario qui consiste à se dire je vais faire beaucoup moins de cultures spécialisées. Donc je garde un peu de maïs semence, mais je renforce par les grandes cultures et j'essaye de compenser la baisse de résultats par l'agrandissement de la structure. Donc je reprends 50 hectares et vous voyez que malgré tout, en ayant fait évoluer les assolements, on arrive à irriguer, on consomme un peu moins d'eau, mais le résultat économique, malgré tout, reste extrêmement dégradé, de près de 60%, avec un résultat autour de 35 000 euros de marge nette à l'exploitation, au lieu des 88 actuellement. Et puis, autre type de scénario, donc le stockage de l'eau hivernale qu'on a vu précédemment, que j'ai évoqué précédemment. Donc là aussi, je l'ai évoqué, on peut garder notre assolement tel qu'il est aujourd'hui dans la structure. On arrive à irriguer toutes les cultures puisqu'on a un volant d'eau supplémentaire. Et surtout, le premier intérêt de ce scénario-là, c'est qu'on prélève 2 fois moins d'eau en période d'étiage, donc l'été. Quand il y a une tension sur la ressource, on est déconnecté de cette ressource grâce à la réserve d'eau pour la moitié des besoins. Ceci dit, le résultat économique reste dégradé par rapport à la situation actuelle, en grande partie parce que le coût de l'ouvrage de stockage a été imputé entièrement à la charge de l'exploitant agricole. Et puis, dernier type de scénario testé, celui des restrictions sévères, 1 année sur 2. Donc, dans ce cas-là, on a là encore été obligé d'adapter l'assolement parce que sinon, l'assolement actuel ne passait pas économiquement. Et il y a certaines cultures étaient avec des résultats négatifs dans la durée des 20 ans simulés. Donc, on a adapté à structure égale, avec toujours 80 hectares, mais avec un peu moins de cultures spécialisées, un peu plus de grandes cultures, et surtout des cultures un petit peu moins consommatrices d'eau. Là encore, on va retrouver l'échalote. Donc, dans ce cas-là, le résultat économique est un petit peu dégradé aussi, moindre que dans les scénarios qui peuvent être présentés juste avant. Mais il y aura aussi des impacts forts sur toutes les filières, car on a beaucoup moins de production de semences sur la vallée dans ce type de scénario-là. Alors, je vous propose de regarder maintenant une approche plus globale avec d'autres indicateurs que ces 2 seuls indicateurs, marge nette et consommation en eau, pour 4 des trajectoires d'adaptation d'assolement qui sont ici et qu'on va retrouver sur la diapo suivante. Donc, vous retrouvez en colonne sur la gauche les 4 trajectoires d'adaptation d'assolement et dans les colonnes, les indicateurs estimés pour chacune de ces trajectoires. Donc, un premier indicateur de consommation en eau, ensuite 2 indicateurs économiques, celui de l'évolution de la marge nette et le revenu dégagé à l'hectare. Ayez en tête qu'actuellement, le revenu dégagé à l'hectare est de l'ordre de 1 100 euros dans cette ferme type. Et puis, vous voyez que dans le futur, les résultats apparaissent dans les chiffres de cette 3e colonne du tableau. La part des cultures spécialisées, c'est un indicateur qui est important sur ce territoire pour appréhender la valeur ajoutée de la vallée, puisque l'activité de la production de semences est génératrice de plus-value économique forte sur ce territoire. Donc, plus la part est importante, mieux c'est, tel que le territoire est configuré aujourd'hui. Et puis enfin, des indicateurs plus sociaux autour du temps de travail sur l'exploitation et de l'emploi direct, des indicateurs économiques et sociaux, l'emploi direct généré à l'échelle de l'exploitation agricole. Donc la première ligne correspond à la structure actuelle projetée dans le futur, 2040-2060. Donc on va retrouver les chiffres que j'ai présentés précédemment. Pour que cette structure soit viable, il faudrait à peu près environ 26% d'eau pour l'irrigation en plus de ce que c'est aujourd'hui en médiane. On voit qu'il y a une variabilité autour de la médiane qu'on a appréhendée précédemment sur les graphiques. La marge nette, dans ce cas-là, si on a ce supplément d'eau possible, est dégradée uniquement de 15%. Et on garde surtout les cultures spécialisées sur le territoire à la proportion dans lesquelles elles sont aujourd'hui. Alors ensuite, les 4 grandes trajectoires d'adaptation d'assolement liées au scénario. Donc, on peut commenter certains éléments. Tout d'abord, peut-être dire que ce qui s'apparente le plus à la situation telle qu'elle est aujourd'hui, pardonnez-moi,
c'est sans doute la réserve, le stockage de l'eau, car on arrive à générer justement ce volant d'irrigation supplémentaire de l'ordre de 20-25% en plus. L'avantage premier, c'est qu'on déconnecte la moitié de ces prélèvements en période d'été, et ce qui permet de peser moins sur la ressource et d'avoir sans doute plus de souplesse sur les usages de l'eau en période plus tendue. L'inconvénient de ce scénario-là, c'est la perte de résultats, puisque, je l'ai dit, l'ouvrage est amorti, les amortissements liés à l'investissement de la réserve d'eau sont affectés entièrement à l'agriculteur dans notre calcul. On pourrait imaginer dans le futur un investissement partagé avec du soutien public et des soutiens de la part de la filière. L'avantage majeur de ce scénario, c'est qu'il permet de maintenir l'assolement et donc la part des cultures spécialisées et l'activité de production de semences sur le territoire. En revanche, peut-être aussi commenter ce scénario des restrictions estivales. Eh bien, vous voyez qu'il a un impact très négatif sur la part justement de ces cultures spécialisées, donc qui descendent de 50 à 38% de l'assolement. Donc même si en termes d'emploi direct sur l'exploitation, ça n'a pas d'impact, on peut imaginer qu'il y a un impact fort sur les filières amont et aval autour de l'agriculture, de l'agriculteur. Et puis bien sûr, le résultat économique est dégradé de près de 20%. Enfin, le scénario agrandissement on voit que ce scénario ne permet pas de compenser la baisse forte de résultats, de l'ordre de plus de 50% de baisse de résultats pour l'agriculteur. Certes, d'un point de vue prélèvement sur la ressource, on pèse le moins puisqu'on prélève 40% de moins d'eau du fait de l'adaptation de l'assolement avec du soja, du tournesol et plus de céréales à paille, mais une activité de production de semences fortement impactée avec un assolement qui ne compte plus que 20% de production de semences dans la structure d'exploitation. Et bien sûr, en corollaire de ça, une baisse de la main-d'œuvre employée, disparition également de la pépinière et donc forte restructuration sur le territoire. Déjà en emploi direct, on le voit, on a repris 50 hectares, donc ça veut dire qu'il y a des agriculteurs qui ne se sont pas réinstallés derrière des pertes, des départs en retraite, et les structures se sont agrandies. Et puis bien sûr, on a moins d'emplois directs et moins d'emplois indirects. Donc voilà, ce tableau de bord a permis au groupe de discuter, il ne faut peut-être pas prendre les chiffres pour argent comptant, mais ça a permis de vraiment amorcer la discussion au sein du groupe et de balayer, vous voyez, des trajectoires d'évolution très, très contrastées, en se disant quels sont les enjeux pour nous en tant qu'agriculteurs, mais aussi pour nos filières. À noter aussi que on est resté raisonnable sur les champs du possible, avec, vous voyez, des besoins en eau qui restent certes augmentés dans le futur, mais qui restent contenus de l'ordre de 25% d'eau en plus nécessaire, et on peut sécuriser avec le scénario du stockage de l'eau. Donc en synthèse, dans le climat futur, ce n'est pas forcément un scoop, mais on a pu quantifier un peu plus le fait que la durabilité des filières de cultures spécialisées, elle passe par la capacité à maintenir l'irrigation sur le territoire. Elle passera aussi bien sûr par l'amélioration de l'efficience de l'eau, donc je fais la transition avec les exposés qui vont suivre dans cette présentation. C'est sûr qu'on peut imaginer que l'on utilise beaucoup mieux l'eau dans le futur, avec encore mieux l'eau dans le futur, devrais-je dire, avec chaque goutte apportée qui vraiment permettent soit au service complet de la production. Et une des richesses de ce territoire, c'est la diversification des productions, et le fait de maintenir cette diversité de production est un atout aussi en termes de résilience. Donc à l'inverse, vous voyez ce qui est écrit en orange-rouge sur mon visuel, c'est toutes les conséquences négatives qui découleraient de la perte de la capacité à irriguer sur le territoire. Et on se pose même la question de la durabilité des filières, puisque des résultats annulés une année sur deux du fait du manque d'eau seraient bien sûr non viables pour les filières à moyen terme. Donc, derrière ce premier élément, ces premiers éléments de simulation, on voit qu'on apporte des outils qui peuvent alimenter les discussions au sein des filières et aussi avec les collectivités territoriales et les décideurs autour de la sécurisation de la production sur ce territoire, la sécurisation de la capacité à valoriser l'eau, et une des pistes pourrait être, au-delà du stockage, la gestion volumétrique.
de manière à pouvoir utiliser l'eau à bon escient au moment où les cultures en ont besoin, plutôt que d'être à la merci de coupures d'eau brutales au cours de l'été. Et toutes ces réflexions passent aussi bien sûr par des questions autour de l'investissement pour le stockage de l'eau et de manière à être prêt dans le futur avec des infrastructures adaptées au territoire compte tenu du climat qui nous attend d'ici 2040-2060. Je m'arrête là et je laisserai la place aux questions plus tard. Je vous renvoie aux livrables qui sont issus du webinaire que vous avez sur ce visuel. Je ne vais pas détailler, mais il y a eu d'autres webinaires qui présentent ces travaux-là et une fiche de synthèse qui présente plus en détail les conclusions que j'ai pu aborder ce matin. Je remercie bien sûr tous les partenaires parce que c'est vrai qu'on a eu 3 grands rendez-vous entre 2021 et 2023 qui nous ont permis de faire ce travail et sans leur contribution, eh bien, ces approches à la fois techniques et économiques n'auraient pas pu avoir lieu. Donc vous avez qu'ils soient vraiment chaleureusement remerciés parce que toute la dynamique du groupe a vraiment été permise grâce à leur implication dans ce travail. Et je vais à présent laisser la parole à Alexandre Brémaud qui va rendre témoignage de ce qu'il a vécu dans le groupe. Alors, en fait, Je vais partager du coup. Oui, je veux bien, Coralie, merci. Merci Anne-Monique. Bonjour à tous, merci Anne-Monique. Donc voilà, au travers de ce projet-là, comme Anne-Monique vous l'a évoqué, les établissements de semences en fait ont été conviés au groupe de travaux, notamment sur ce sujet-là. Et le petit retour d'expérience que je veux vous faire en fait, ça a été voilà, par rapport aux enjeux de la filière semences, et où on a pu travailler avec des producteurs concernés par les productions, alors plus ou moins. Et voilà, ça nous a permis vraiment de redescendre au niveau de la filière sur vraiment ce qu'est la réalité économique de nos métiers. Donc nous, notre principal enjeu en tant qu'établissement de semences, voilà, et tout établissement de semences semencier dans la vallée, c'est d'anticiper l'évolution des exploitations agricoles face au changement climatique. Alors c'est aussi stratégique pour des entreprises comme Villemorin ou d'autres, mais aussi pour voilà, apporter un petit peu de sérénité à nos partenaires de production qui sont les producteurs. Donc nous, on travaille sur des espèces végétales qui sont constituées à 70% d'eau. Donc les productions de semences se font exclusivement ou en très grande partie uniquement dans des zones avec de l'irrigation. Et donc, nous, au travers de ce genre de thématique, ce qui nous intéresse, c'est d'identifier et de tester des leviers d'adaptation, autant pour les entreprises semencières que pour les producteurs. Donc, qui dit identifier et s'adapter, il fallait forcément, dans un premier temps, définir des stratégies, mais collectivement. Donc, au travers de ce sujet-là, en fait, on a aussi des acteurs locaux de nos territoires, au travers des élus, des chambres d'agriculture, donc les établissements semenciers, et bien sûr les producteurs. Donc c'est vraiment en fait en travaillant collectivement tous ensemble, on va réussir à faire face et à se résilier face à ces changements climatiques. Le but, bien entendu, c'est de maintenir une activité économique qui est viable dans les bassins de production. Alors je le rappelle, autant pour les exploitations agricoles que pour les entreprises de semences. Comme vous l'a dit Anne-Monique avant, aujourd'hui à périmètre constant, au vu de l'évolution du climat, on aurait la nécessité de développer la ressource en eau de l'ordre de 26%. Et surtout, ce qui est très important pour nous, c'est d'être capable techniquement de travailler avec nos partenaires sur l'adaptation des volumes au sein de l'ozone. À savoir que l'eau nous est indispensable, mais comment va-t-on devoir l'utiliser demain, autant dans sa gestion pour en avoir une réserve que dans les volumes d'irrigation et les cadences d'irrigation. Voilà. Merci Alexandre. Merci. Donc on a fini la première partie. Oui, vas-y Henri.
Non, non, mais je te laisse si tu veux en- engager ce petit temps de questions. Merci Anne-Monique et du coup merci Alexandre. Euh, Dans le chat, il y a eu des questions plus sur la partie méthodologie pour Ouais. établir la marge nette de l'exploitation. Est-on parti sur des ITK identiques, Anne-Monique, avant les scénarii travaillés? Alors, en fait, quand on a paramétré notre ferme du départ, on s'est mis d'accord avec le groupe sur comment on cultivait du haricot, comment on cultivait du maïs semence, etc. Donc, la ferme a été calibrée avec un parc matériel adapté, des interventions techniques et des dates de semis, notamment par rapport à la consommation en eau. Donc, chaque culture a son itinéraire technique. Et ce qui a permis donc d'avoir cette notion de charge afférente à la production. Dans le futur, il y a un des scénarios où on a adapté l'itinéraire technique dès lors qu'on arrive avec une nouvelle production. Par exemple, il y a un des scénarios où on a mis du soja qui n'existait pas initialement. Donc, on a paramétré un itinéraire technique de production pour cette nouvelle culture. Et aussi, quand on s'agrandit, le parc matériel est revu pour adapter les charges, non plus à 80 hectares, mais à 130 hectares, pour rester cohérent par rapport à la surface cultivée. Donc voilà, j'espère que ça répond à la question, mais que la personne qui l'a posée n'hésite pas à revenir si ça ne répondait pas complètement. Ça va. Pas de retour. Donc, a priori, oui. Merci. Si, Euh, si, et il y a- ah, est-ce que je peux intervenir? C'est moi qui ai posé la question. oui, Manuel. Oui, vas-y, Emmanuel. J'avais bien évidemment vu mais ma question remonte, elle était avant de travailler les scénarios et étudier. Je veux dire, dans la présentation que vous avez faite de la partie l'exploitation et puis l'exploitation en 2040, enfin avec le scénario 2040-2060, c'était là que je me posais la question de est-ce que on est bien resté sur des itinéraires techniques identiques, Oui, voilà. Et donc oui, on sait que parce que on sait aussi que cette adaptation-là, enfin il y aura peut-être des adaptations même pour ces cultures-là aux itinéraires techniques. C'est l'objectif d'ailleurs. oui, tout à fait. Alors, c'est peut-être une des limites du travail, c'est qu'aujourd'hui, on a fait valeur égale sur les semences disponibles, sur la capacité. C'est pareil pour les simulations de rendement, hein. On peut imaginer qu'il y a une évolution, une meilleure adaptation à certains stress du matériel génétique, par exemple. Et comme je l'ai dit, l'efficience de l'eau, hein, on a fait exactement la conduite d'aujourd'hui, on l'a projetée demain. Donc ça, c'est une des limites du travail qui permet déjà de se Oui, faire une idée des enjeux. oui, mais qui est évidemment tout à fait normal. Enfin, je veux dire, c'était logique de partir comme ça. Je voulais juste m'en assurer. Mm. Et, et la seconde question dans le chat, Emmanuel, était peut-être plus une observation qu'une question. Je ne sais pas si Oui, c'est plus une tu veux la observation qu'une question. reformuler. C'est plus une observation qu'une question. Je veux dire, ces résultats, je ne les découvre pas aujourd'hui, hein. Mais je trouve qu'effectivement, ces résultats et tout ce travail est extrêmement intéressant. Mais il montre bien que certains scénarios vont entraîner une belle perte de biodiversité cultivée. Et je pense que il faut vraiment en avoir conscience et se rendre compte des impacts que ça pourrait avoir, effectivement. Hmm. Puisque si demain enfin, un certain nombre de ces scénarios, mais c'est valable en Pays de Loire comme ailleurs, risquent d'entraîner effectivement une perte énorme de biodiversité cultivée, et je pense que ce serait gravissime pour la suite de notre production en France. Voilà. Merci pour ce témoignage. On voit clairement que l'eau sera un peu un maillon clé, hein, dans cette production, et qui plus est une production qui alimente toute la filière agricole en aval, hein, parce que c'est la production des semences qui peuvent être réutilisées ensuite. Il n'y a pas d'autres questions dans le chat. Je ne sais pas si quelqu'un souhaite en poser une de vive voix.
Ou sinon, on va pouvoir poursuivre. Oui, Coraline, ça fait une oui, parfaite transition, hein, cette question autour de l'eau et de l'efficience de l'utilisation de l'eau tout à pour fait. Donc, passer à cette seconde partie. Je t'en prie. du coup, on poursuit donc avec notre deuxième partie qui était consacrée à améliorer la connaissance qui existe sur la réponse à l'eau des potagères porte-graines dans ce contexte actuel de changement climatique et de restrictions en fait hydriques de plus en plus fréquentes, notamment dans la vallée de l'Othion. Donc, je démarre. Donc, cette action, elle a été conduite donc en partenariat avec, donc pilotée par la FNAMS et conduite en partenariat avec 7 établissements semenciers. Elle a démarré donc en 2021 par une étude bibliographique pour faire un peu l'état de l'art au niveau international, scientifique et technique des connaissances actuelles sur. Donc on a ciblé sur 4 potagères porte-graines qui sont donc multipliées dans le secteur Pays de la Loire. Donc là, c'était faire l'état des lieux voilà, sur ce qui concerne les périodes de sensibilité, les outils de pilotage aussi de l'irrigation et la prise en compte de l'impact de ces restrictions hydriques sur les composantes et élaboration du rendement. Donc, on est sur des espèces mineures à faible surface et voilà, bien souvent, on a du mal à trouver des références. Ça dépend des espèces, mais globalement, c'était assez faible ce qu'on a pu retrouver. Donc, suite à ça, en accord avec les partenaires, on a orienté la suite de l'action sur des expérimentations sur 2 espèces. Donc, on est parti sur le haricot porte-graine et le fenouil porte-graine. Donc, ce sont 2 espèces qui sont donc pour le haricot, il y a environ un tiers de la production qui est multipliée dans le secteur du Maine-et-Loire. Ça représente, selon les années, autour de 500 hectares. C'est produit donc en plein champ, système d'irrigation par aspersion. Et on a mis en place donc un dispositif expérimental pendant 3 années sur la station FNAMS de Brain-sur-l'Othion, à côté d'Angers. Et la deuxième espèce, le fenouil porte-graine, donc là on est vraiment sur une toute petite espèce qui représente autour de 50 hectares, multipliés tous les ans, principalement produite sous abri et également principalement produite dans le Maine-et-Loire. C'est vraiment une espèce voilà, très produite dans ce département-là. Donc là, on est en irrigation goutte à goutte de surface. On a démarré en 2022 par un suivi de tunnels agriculteurs et ensuite on a mis en place une expérimentation sur la station FNAMS de Brin, toujours en 2023 et 2024. Donc là, je vais vous présenter les principaux résultats obtenus sur ces 2 espèces. Donc, pour le haricot porte-graine, l'objectif, c'était de comparer différentes stratégies d'irrigation en conditions d'accès plus ou moins limitantes à la ressource en eau. Donc, dispositif, donc c'est un essai donc, qui a été mis en place pendant 3 années, dispositif en bloc. On avait choisi donc une variété dite souple de type intermédiaire. Les essais, donc on a privilégié des sols à texture plutôt sableuse à sableux argileux. On visait une réserve utile faible à moyenne. Système d'irrigation par aspersion. Les parcelles étaient équipées de sondes pour suivre l'humidité du sol. Donc on avait des sondes. J'essaie de mettre un pointeur. On avait des sondes tensiométriques et des sondes capacitives que vous voyez sur la photo. Voilà, je vais y arriver. Sur la photo en haut. Voilà, donc ici, on voit le capuchon vert, c'est la sonde capacitive, et en blanc, là, c'est les 2 sondes tensiométriques. Donc sur ces essais-là, il y a toute une série de notations qui ont été réalisées, des suivis de stades, des profils racinaires, des mesures de composants de rendement et des récoltes pour déterminer donc le rendement, le PMG et la germination. Pendant ces 3 années d'essai, on a eu 3 années climatiques qui ont été bien
contrastée. Donc sur le graphique de gauche, pour synthétiser, donc vous avez les courbes, c'est les températures maxi mensuelles entre le mois de mai et le mois d'août, sachant que donc le haricot porte-graine, il est semé fin mai, il est récolté au plus tôt fin août, entre fin août et début septembre. Donc en fait, 2022, donc tout le monde se rappelle, on a une année qui a été très chaude et sèche. Donc les histogrammes, ce sont les pluviométries mensuelles. On voit qu'on a des faibles pluviométries, notamment au mois de juillet, avec des températures maxi qui ont été très élevées. On peut le voir notamment au mois de juillet-août. A suivi une année 2023 où là, on a eu notamment un mois de juin très pluvieux et très chaud, qui a été suivi par un été avec des alternances d'épisodes de chaud et de froid. Et enfin, donc 2024 avec voilà, un printemps très humide, un été aussi avec pas mal d'épisodes orageux et des températures fraîches, avec un été, enfin voilà, des températures chaudes qui ont été euh, plutôt tard en saison et un faible ensoleillement. Donc on a eu 3 années vraiment très contrastées. On peut le voir également quand on fait donc le cumul pluviométrique, c'est ce qu'on voit en bleu entre le 1er mai et le 1er août. On voit vraiment qu'on a un gradient entre les 3 années, avec donc assez logiquement donc le déficit hydrique qui a été très fort en 2022, moins marqué en 2023 et encore moins en 2024. Donc ces conditions météo se sont traduites au niveau des modalités testées. Donc on a testé 4 traitements. Donc le premier, le T1, c'est la conduite dite optimale, où on a piloté avec au bilan hydrique. Donc bilan hydrique, on prend en compte les besoins en eau de la culture auxquels on enlève les pluies et les apports par irrigation. On a un premier traitement, le 2, où on a réduit de 30% les apports d'eau par rapport au bilan hydrique. Ensuite, le T3, où là, on a simulé en fait les restrictions qui s'étaient passées en 2019 dans la vallée de l'Authion. Donc, c'était la dernière référence au moment de la mise en place de ces essais-là, où c'était la dernière référence la plus sèche avec des restrictions. Où donc là, on l'a traduite avec une baisse des apports de 50% à partir du 10 juillet et une coupure au 1er août. Et enfin, le T4, où là, on a forcé la chose avec un arrêt précoce au 10 juillet. Donc, ce qui correspond à peu près au début de la floraison du haricot. Donc, au niveau des traitements, donc on voit que donc, sur les 3 années, on a réussi à bien différencier nos traitements en termes d'apport d'eau et on voit les écarts constatés entre les années, donc qui est lié à la climato. Donc 2022, on a mis jusqu'à 236 mm, 2023, 192 sur l'optimal et 2024, 114. Et à l'inverse, la coupure précoce, donc en 2022, 57 mm, 2023, 39 et 2024, en fait, on n'a même pas pu faire d'apport compte tenu des conditions météo très pluvieuses. Au niveau des résultats, donc je commence avec les résultats 2022, donc année très chaude et sèche. Où on voit, donc là vous avez les composantes de rendement, nombre de gousses par plante et nombre de graines par gousse et le rendement. Donc en fait, le nombre de gousses par plante, il a été fortement impacté par la coupure précoce autour du 10 juillet, avec une baisse vraiment significative. Et le nombre de graines par gousse, lui, il a été pénalisé de manière significative dès les premières restrictions, en fait, dès une baisse de 30%, on voit qu'on a pénalisé le nombre de graines par gousse. Et au niveau du rendement, donc sur la conduite optimale, on a obtenu un bon rendement qui est bien représentatif, enfin, voilà, qui correspond bien au potentiel de cette variété. Et donc le T2 et T3, donc les deux conduites restrictives, elles ont été significativement pénalisées. Et on voit que la coupure précoce a été vraiment dramatique pour cette année-là.
en 2023, donc même type de présentation de résultats, où donc là on a une année avec un déficit hydrique cumulé qui a été négatif mais moins fort, avec des pluies qui ont quand même été régulières en cours pendant la période sensible du haricot. Euh, donc là en fait on voit qu'au niveau du nombre de gousses par plante, il n'y a pas eu d'effet fort constaté. Le nombre de graines par gousse non plus. Et c'est quand même au niveau du rendement où on voit que la coupure précoce, elle a pénalisé significativement le rendement. Ce qu'on peut voir aussi, c'est que la conduite optimale et celle conduite à 70%, cette année-là, on obtient des rendements similaires. 2024, je vous présente pas les résultats, mais on est grosso modo sur ce même type de résultats où on voit que le T1, T2 sont similaires et que la coupure précoce pénalise significativement le rendement. En termes d'enseignement, donc en conditions de printemps-été chaud et sec, on voit que la culture elle est fortement pénalisée par la restriction d'eau et ou un arrêt précoce. Et on a mesuré en fait une perte de rendement qui allait jusqu'à 11 kg par millimètre d'eau apporté en moins, ce qui est vraiment énorme. On voit que la culture elle réagit très fortement à une restriction d'eau, que la coupure précoce, elle pénalise le nombre de gousses par plante et le nombre de graines, et la restriction précoce, elle pénalise plutôt le nombre de graines par gousse. En conditions de printemps-été avec des pluies plus ou moins régulières, là, ce qu'on a vu sur 2 années, c'est que la baisse de 30% de l'irrigation par rapport à la conduite optimale ne semble pas pénaliser le rendement. En revanche, l'arrêt précoce pénalise toujours le rendement avec notamment une perte autour de 10% par rapport à la conduite optimale et à la conduite réduite de 30%. Donc voilà pour la première expérimentation. Je passe ensuite aux résultats sur le fenouil porte-graines. Donc là, sur le fenouil, l'objectif, c'était d'acquérir des références sur la réponse à l'eau et les pratiques d'irrigation. Donc c'est une culture où on a très peu de références, enfin, on n'avait pas en fait de références techniques. Donc on avait démarré en 2022 par un suivi de 4 tunnels agriculteurs pour recueillir voilà, les pratiques d'irrigation. Et on a démarré ensuite donc la mise en place d'un dispositif sur la station à partir de 2023. Donc on a 2 années d'essai. Donc on a 4 traitements, 3 à 4 blocs selon les années. On a donc là c'est en lien, en discussion avec les établissements, on a décidé de tester des conduites hydriques sur 2 types de variétés. Donc on a un type précoce et un type tardif. On est en sol léger. Système d'irrigation, on est en goutte à goutte de surface, avec de l'aspersion en début de cycle, c'est pour juste après la plantation. Et là aussi, donc les parcelles, elles sont équipées de sondes. Donc on a des sondes capacitives et des sondes tensiométriques qui sont installées dans le tunnel et des sondes obo également pour suivre les températures et humidité sous la serre. Les traitements testés, donc en bleu, ce sont les 2 traitements avec la variété type précoce et en rose, ce sont les 2 traitements avec la variété de type tardive. Et pour chacune des variétés, on a différencié 2 conduites hydriques. Donc la première, on a défini une conduite optimale avec un arrêt de l'irrigation à maturité des ombelles secondaires et mis en comparaison avec une conduite hydrique restrictive. Donc on a réduit de 50% les apports d'eau à partir de montaison et on a fait une coupure de l'irrigation au 1er août. Et donc pareil sur la variété tardive. En 2023, donc on a piloté l'irrigation avec le bilan hydrique, sachant que pour le fenouil porte-graines, en fait, les coefficients culturaux ne sont pas connus, donc on a pris des coefficients par défaut. Et on s'est aperçu que dans notre calcul de bilan hydrique, on surestimait le déficit hydrique. Et
Donc ça, on s'en est notamment aperçu visuellement et aussi par rapport au suivi au niveau des sondes capacitives. Donc on a réajusté en cours de campagne et en 2024, on a opté par un suivi avec les sondes capacitives. C'est ce qui explique notamment les écarts de quantité d'eau apportée entre les 2 années. On se retrouve avec plus d'eau apportée en 2023 par rapport à 2024. Et en 2024, on a aussi réduit les quantités d'apport et augmenté la fréquence des apports. Donc voilà, mais sur les 2 années, on a bien différencié les quantités d'eau apportées entre les deux conduites hydriques. Je vous présente ensuite quelques résultats. Donc là, on démarre avec les résultats de matière sèche en 2023 et 2024. Donc en bleu, c'est les résultats matière sèche racines, en orange, les tiges. Donc en 2023, on avait eu un effet du type variétal et également un effet de la conduite hydrique au niveau des racines. Donc là, c'est qu'on ne retrouve pas en 2024. Et là, c'est certainement lié notamment aux quantités d'eau qui étaient notamment plus fortes en début de cycle en 2023, où là, ça a profité aux racines. Pas d'effet au niveau des matières sèches, donc des tiges. Et 2024, pas d'effet qui ressort au niveau de la conduite ou du type variétal. Au niveau de l'architecture, donc en fait, le fenouil porte-graine, c'est une ombellifère. On a une ombelle primaire et ensuite on a des ramifications avec des ombelles secondaires qui se ramifient où on a des ombelles tertiaires, quaternaires, etc. Donc ça, c'est à maturité, donc quand on a prélevé les plantes, avant de... Donc on a fait des récoltes manuelles, on a récolté les ombelles qu'on a comptées, et avec ce qui nous restait, donc on a fait les matières sèches, ce que je viens de vous présenter. L'architecture, donc c'est les nombres d'ombelles récoltées à maturité sur les 2 années. Donc ombelles secondaires, là on voit qu'on a un effet significatif pour les 2 années de la conduite hydrique. Donc le nombre d'ombelles secondaires est significativement pénalisé en conduite limitante. De même que les ombelles tertiaires et également les ombelles quaternaires en 2024. Sachant qu'en termes de contribution au rendement, en fait, ce sont les ombelles secondaires qui contribuent le plus à la composition du rendement. On est autour de 50 à 60%. Ensuite, on a les ombelles primaires qui représentent autour de 10-15%, et les ombelles tertiaires, on est autour de 15-25% du rendement. Donc voilà. Et là, je passe aux résultats de rendement. Donc à gauche, ce sont les résultats de rendement exprimés en perte de rendement. Donc c'est la perte de rendement de la conduite limitante par rapport à la conduite dite optimale. Donc à gauche des pointillés, vous avez les résultats pour la variété précoce, et à droite, vous avez les résultats pour la variété type tardif. Donc on n'a pas, niveau statistique, on n'a pas réussi à mettre en évidence d'effets significatifs. On a d'hétérogénéité qui nous permet pas de sortir des choses significatives, mais on a quand même des tendances, et on voit que les tendances sont similaires les 2 années sur nos 2 années d'essai. À savoir, on voit qu'il y a le type précoce qui semble répondre plus fortement à la conduite limitante, avec des pertes en rendement qui sont plus marquées par rapport au type tardif. Donc vous avez la perte par ordre d'ombelle, donc ombelle primaire en orange, secondaire en bleu, et en vert, c'est les ombelles tertiaires. Donc voilà, on voit les pertes 2023-2024 similaires pour les ombelles primaires. Et puis secondaire, c'est la perte la plus forte. Et ensuite tertiaire, on voit qu'on a un écart entre les 2 années. Et sur le type tardif, donc les 2 années, en tendance, on voit que la conduite limitante, elle n'a pas pénalisé le rendement sur l'ordre primaire, il l'a plutôt favorisé. Et puis donc des pertes de l'ordre de 10 à 20% sur les ordres 2 et les ordres 3. Donc voilà, et au niveau, on a réalisé en 2024 des mesures de calibrage. En fait, on a calibré les graines sur leur longueur.
Donc ça a été fait uniquement en 2024. Vous avez donc par couleur, c'est les différentes classes. Plus on monte, plus ce sont des graines qui sont longues. Donc là, on ne voit pas enfin, on voit un effet variétal, ce qui est normal. Par contre, on ne voit pas d'effet fort au niveau du calibrage, ce qui est un peu inattendu. Enfin, on s'attendait plutôt à un effet, voilà, que la conduite hydrique non limitante favoriserait plutôt des graines de grande taille, ce qui ne s'est pas confirmé sur cet essai-là. Après, on a juste une année d'essai, donc voilà, ça serait des choses qui seraient à confirmer. Pour conclure sur cette expérimentation-là, donc le fenouil, on partait de zéro. En fait, il n'y a rien qui existait en termes de références scientifiques et techniques. Il y a les suivis de tunnels agriculteurs nous ont permis de mettre en évidence qu'il y avait une très grande diversité des pratiques entre les producteurs en termes de cumul, de fréquence d'irrigation, de période et de quantité apportée. Les essais 2023 et 2024 donc, nous ont montré des premiers renseignements intéressants, à savoir que la restriction hydrique, elle pénalise significativement les deux types variétaux, donc l'architecture, la biomasse à maturité, donc ça a été constaté en 2023 pour la partie racine, et également est pénalisé donc en tendance le rendement, avec des pertes plus marquées pour le type précoce. Donc là, ce sont des tendances qui ont été constatées les 2 années et qui seraient à confirmer. En revanche, la restriction hydrique donc testée ne semble pas impacter le calibre des semences ni la faculté germinative. Donc voilà pour cette deuxième expérimentation. Je poursuis avec une partie sur le pilotage, les outils de pilotage de l'irrigation. Donc sur ces 2 essais, en fait, on en a profité pour tester différents outils. Donc on a mis en comparaison le bilan hydrique et puis deux types de sondes, les sondes tensiométriques et les sondes capacitives. Donc le bilan hydrique, le principe c'est de simuler en fait l'évolution de son réservoir en eau du sol. Donc le réservoir qui dépend de son type de sol, de la profondeur et de l'enracinement de la culture. Et donc ce sont les estimations du besoin en eau, donc qui tient compte du coefficient cultural, de l'évapotranspiration, auquel on enlève donc les apports d'eau par pluie ou par irrigation. Donc à droite, là, vous avez un exemple de bilan hydrique qui a été réalisé. Donc c'était sur l'essai haricots. Donc voilà, donc vous avez la courbe eau disponible en orange qui fluctue en fonction des irrigations en bleu et des pluies en bleu, pardon, et des irrigations en bleu plus fluo. Pour vous faire un peu un récap des points positifs et des points négatifs pour cet outil, à son avantage, c'est que c'est un outil qui coûte peu cher, qui est plutôt accessible, qui ne nécessite pas de mesure au champ. Donc en fait, là, c'est de la data qu'on récupère, c'est de la donnée météo, c'est type de sol, donc c'est besoin d'une analyse de sol pour estimer son réservoir. Là, l'autre avantage, c'est qu'on peut consulter en temps réel, en fait, son bilan hydrique. Il y a des sites qui existent, des sites et des applications web qui permettent de suivre son bilan hydrique. Pour le haricot porte-graines, on a pu voir dans les essais que l'outil bilan hydrique, il est pertinent. On a utilisé le coefficient cultural du haricot flageolet, qui a été établi par Unilet, et on voit que c'est bien adapté pour la porte-graines. En point négatif, ce type d'outil, en fait, on peut avoir des imprécisions liées à la qualité des données, liées donc à l'estimation de notre réservoir, liées au coefficient cultural. L'autre point négatif, c'est que pour les porte-graines, il n'y a pas encore d'outils web ou facilement utilisables qui est à disposition pour nos espèces. Donc là, nous, dans les essais, on le fait avec un fichier informatique classique, mais il y aurait besoin d'avoir un outil un peu plus, d'avoir un outil web, quoi.
Et pour le fenouil porte-graines, donc là, comme je vous disais, le déficit hydrique, il a été surestimé. On s'est retrouvé en fait un peu en difficulté lié au fait que pour cette espèce, le coefficient culturel n'existe pas, il n'a pas encore été défini. Je poursuis avec un autre outil, donc c'est la sonde tensiométrique. Donc les sondes tensiométriques, vous avez des photos ici à gauche. Donc en fait, on installe des sondes à 30 cm et à 60 cm. Ce sont au bout des bougies poreuses et ça va mesurer la tension de l'eau du sol. Ça mesure la force de succion que doivent exercer les racines pour extraire l'eau du sol. Plus on a d'eau, plus les tensions sont faibles, et moins on a d'eau, plus la tension est forte et plus on aura des tensions élevées. Donc là, pour vous illustrer ça, vous avez ici les courbes, des courbes de suivi, donc essai haricot entre le T1, donc c'est celui qui était conduit à l'optimum. Donc on voit qu'on a des tensions à 30 et à 60 qui sont voilà, qui restent plutôt faibles, qui réagissent aux irrigations. À l'inverse, le T3, donc lui qui a été réduit de 50% autour du 10 juillet et avec une coupure au 1er août. Et on voit bien ici au moment de la coupure, après que les tensions, elles augmentent voilà, jusqu'à atteindre le plafond à 200 centibars. Donc pour cet outil, là encore en avantage, ça représente un coût qui est plutôt modéré. Il existe des sondes qui sont connectées, donc qui peuvent permettre des mesures en continu avec des enregistrements et des télétransmissions possibles pour avoir accès sur une plateforme Internet. Ce type d'outil nécessite de connaître des seuils de déclenchement et des règles de retour d'eau. Donc on a un certain nombre de références qui existent pour des potagères porte-graines. S'agissant du haricot et du fenouil, là ces seuils de déclenchement, ils sont en cours de définition. Donc justement, les essais qui ont été mis en place ont permis de proposer, enfin voilà, d'approcher des seuils de déclenchement. En point négatif, c'est que ces sondes, donc c'est une installation au champ, c'est-à-dire qu'on est sur un volume de sol mesuré faible, et donc la pertinence va être très dépendante de la localisation, et la qualité de pose, elle est vraiment essentielle pour avoir des valeurs pertinentes. Et autre point négatif, c'est que la plage de mesure, elle est assez limitée, en fait, c'est compris entre 0 et 200 centibars, et que c'est peu adapté aux conduites hydriques en irrigation restrictive avec des tensions élevées. Et ça, on l'avait notamment constaté en 2022, où on avait eu beaucoup de mal en fait à avoir un suivi fiable de ces sondes qui, une fois qu'elles atteignent leur seuil, ont beaucoup de mal à se réhumecter, même après des irrigations. Et pour finir, le dernier outil testé, donc c'est la sonde capacitive. Vous avez une photo ici. Donc ces sondes-là, il en existe de plusieurs profondeurs. Nous, on a des sondes qui vont à 60 cm de profondeur. Il y a un capteur tous les 10 cm. Donc on a une mesure tous les 10 cm. Ces capteurs, c'est deux plaques de cuivre dans lesquelles il y a un courant électrique qui est émis. Et donc, en fait, en fonction de la quantité d'eau, l'onde, elle va aller plus ou moins vite entre ces deux capteurs. Et ensuite, ça, c'est traduit en millimètres d'eau. Donc, vous avez ici à droite des suivis donc de sondes capacitives. C'est toujours sur les haricot, T1, T2, T3. Donc, c'est de optimal à de plus en plus stressé. Donc voilà, donc ces sondes-là, ce sont des capteurs de bonne qualité. On a donc des mesures qui sont en continu, c'est enregistré et c'est télétransmis directement sur une plateforme Internet. Donc là, ces graphes, là, c'est ce qu'on a en consultation sur la plateforme. C'est adapté aux conditions hydriques très stressantes. Donc là, on l'a vu sur nos 3 années d'essai, ça marche très bien, quelles que soient les conditions météo. Et on a confirmé leur fiabilité sur donc notamment haricots et fenouil porte-graines. On l'a testé aussi sur d'autres essais hors climat-beige sur d'autres cultures et ça s'est montré également très pertinent.
En point faible, c'est un coût qui est quand même plus élevé. On a comme donc pour la sonde capacitive, pour la sonde tensiométrique, on est sur un volume de sol mesuré faible. Donc c'est la localisation et la qualité de pose est vraiment essentielle pour avoir un bon suivi. Et on peut déplorer quand même quelques problèmes de bugs au niveau de la télétransmission. Donc là, c'est pas lié à la technologie sonde, c'est plutôt lié au niveau des boîtiers en fait de transmission. Il y a encore des choses qui peuvent être améliorées. J'en ai fini pour cette partie. Pour terminer, quelques perspectives. Donc, il y a plusieurs livrables qui vont sortir au printemps 2025, donc notamment des articles dans Bulletin Semences. Donc, c'est le magazine de la FNAMS qui est dédié à la production de semences et également une note technique apparaître. Les essais se poursuivent en 2025 avec des essais toujours sur haricots et des suivis de tunnels de fenouil. Autre perspective également, donc par rapport à la partie OAD, pilotage de l'irrigation, il y a des travaux qui sont en train de s'engager pour pouvoir intégrer et paramétrer des cultures porte-graines dans des outils de bilan hydrique en ligne. Et donc le transfert doit se poursuivre auprès des agriculteurs multiplicateurs pour au niveau des sondes et des OAD, pilotage de l'irrigation. Pour finir, je remercie toutes les personnes qui ont contribué à ce travail. Donc tous les collègues saisonniers et stagiaires de la station FNAMS de Brin-sur-Lotion, les agriculteurs de la vallée de Lotion qui ont participé notamment au suivi fenouil, et également donc les partenaires techniques et économiques. Donc je passe ensuite la parole à Alexandre pour nous faire un retour d'expérience pour l'intérêt pour les établissements de disposer de ce type de résultats. Alexandre, est-ce que c'est bon merci pour Coralie. toi? C'est bon pour moi. Donc en fait, ce qui est fondamental dans les espèces, notamment potagères, hein, c'est qu'en fait, on doit progresser dans l'expertise technique, hein. Donc ce sont des espèces dites mineures. Une espèce dite mineure, c'est une espèce qui représente beaucoup moins de surface que les grandes cultures, beaucoup moins d'acteurs économiques. Mais pour autant, il est vraiment pour nous primordial, hein, de connaître les besoins spécifiques de nos espèces potagères en eau. Et au travers des différents projets qu'on a menés, on a vu que les choses qui marchent le mieux ont quand même un coût qui est assez élevé, avec une réflexion à la parcelle. Donc on a aussi mis en évidence une nécessité d'accompagner la filière et nos producteurs, hein, financièrement pour de l'investissement. Quand on parle d'améliorer nos connaissances, là le choix qui a été fait, c'est de travailler, de mettre au point en fait des outils de pilotage qui nécessitent forcément, hein, derrière un accompagnement technique pour nos producteurs. Le gros point positif de ces outils de pilotage, hein, c'est qu'on travaille vraiment sur la ressource, donc autant dans sa gestion que dans l'efficience. Et le but, bien entendu, de ces outils-là, c'est in fine de réussir à définir des candidats d'eau, donc sur la base de la méthode des bilans hydriques, pour vraiment apporter de l'eau au bon stade, en bonne quantité, pour éviter de mettre de l'eau au mauvais moment, en excès ou pas en quantité suffisante pour pénaliser ce qui pénalise la performance économique à la fin. Et donc, le troisième point, Aurélie, Il doit si tu veux conclure. s'afficher. Ouais, c'est que ces outils d'aide à la décision, ayant pour but, hein, d'anticiper, de gérer en fait la bonne quantité d'eau à apporter, peuvent nous aider aussi en cas de restriction à vraiment mieux maîtriser l'eau, le quota d'eau qui pourrait diminuer, et quand bien même il ne diminue pas, apporter des chiffres via des études vraiment scientifiques auprès des élus pour vraiment aller expliquer quelle quantité d'eau il faudrait exactement pour finir un cycle de culture, afin de ne plus être comme dans l'année 2022 où
en cas de restriction très forte, on ne savait pas forcément justifier les quotas d'eau qu'il nous fallait pour mener à bien nos cultures. Donc ces outils-là, ils sont bien entendu destinés à la pérennité de nos activités en tant qu'établissement de semences, mais je dirais qu'au même titre qu'un conseil technique qu'on doit apporter aux producteurs, il est important vraiment dans nos filières d'amener cette connaissance-là aux agriculteurs. Voilà. Merci Alexandre. Donc on a fini cette deuxième partie. On a un petit peu débordé niveau temps, mais on peut tout de même prendre quelques minutes pour répondre aux questions qu'il y a pu avoir dans le chat. Alors, dans le chat, il n'y en a pas eu posé durant vos interventions. Si quelqu'un souhaite prendre la parole pour poser une question en direct à Coraline ou à Alexandre. En tout cas, ces deux interventions étaient un parfait enchaînement parce qu'on voyait via les travaux réalisés sur la station de la FNAMS et via les suivis sur des tunnels de producteurs, cette démarche justement pour travailler l'efficience de l'usage de l'eau qui avait été mis en avant par les projections et les scénarios identifiés précédemment dans le travail d'animation de groupe de producteurs. Oui, tu fais bien de le souligner, Henri, parce qu'il faut dire que sans ces apports très analytiques, on ne peut pas faire le travail présenté en début de réunion. Donc, c'est essentiel pour pouvoir faire des bilans hydriques et simuler des rendements sous contraintes hydriques. S'il n'y a pas de questions, c'est peut-être l'horaire aussi qui joue contre nous un petit peu. Oui, on a un petit peu débordé, c'est midi. Et du coup, je te propose de conclure alors, Henri. Je passe la diapo suivante. Et pour conclure ce webinaire, juste vous signaler quelques dates, j'allais dire importantes dans le cadre du projet Climavège. J'ai toujours la diapo question de mon côté, Coraline. Ah, j'ai passé la diapo au niveau des webinaires. Et qu'il y a un petit peu de latence. Je vais en profiter. Oui, on la voit pas effectivement. Je peux le faire sans diapositive. C'était vous signaler que comme ce webinaire de présentation des travaux qui ont été menés en lien avec la filière semences, il y a pour chacune des 24 actions du projet Climavège une présentation sous ce format qui donne la parole aux pilotes et aux partenaires qui ont contribué à ces travaux, voire là, qui croisent plusieurs actions qui ont été réalisées pour une même filière. Et le programme de ces webinaires est accessible sur la page web du projet. J'ai remis un lien dans le chat qui permet d'accéder directement à cette page qui présente les webinaires à venir et permet de s'y inscrire, ou qui présente des liens pour accéder au replay des webinaires qui se sont déjà tenus. Voilà. Ah, parfait, ça y est, elle vient de s'afficher. Là, vous pouvez voir les prochains webinaires qui vont se tenir dans les prochains jours, 3 cette semaine. Et l'autre élément que je voulais vous signaler, c'est le fait, le fait qu'il y aura la journée finale du projet Climavège en présentiel sur Nantes et qui permettra, j'allais dire, d'avoir des échanges en direct avec les différents partenaires de ces travaux et de pouvoir échanger avec eux. Il y a également le lien dans le chat pour s'inscrire à cette journée finale de restitution. C'est une journée gratuite, mais sur inscription. Voilà, c'était les quelques, j'allais dire, dates clés par rapport au projet Climavège. Vous voyez ici les coordonnées de Coraline, si vous voulez de plus amples informations sur ce qui vous a été présenté aujourd'hui, ou plus largement
sur le projet ClimaVeg, vous pouvez revenir vers nous. On se chargera de vous réorienter. Et je tenais, pour conclure, à vraiment remercier nos trois intervenants pour leur présentation du jour. Et cette présentation sera en replay et mise en ligne dans les prochains jours sur la page web des webinaires finaux. Un grand merci à vous. Merci Henri, merci à Anne-Monique et à Alexandre, merci aux participants du jour. Donc voilà, vous avez mes coordonnées si jamais d'autres questions vous viennent, n'hésitez pas. Donc merci à tous et bonne journée. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci à tous.